Salut, je suis F Sokang, mais appelez-moi Sofak. Bienvenue sur ma page Facebook, mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube, en fonction de la plateforme de laquelle vous nous suivez. 3 points forts pour cette 13e édition. Dans l'affaire Ousmane Sonko, la semaine dernière a été palpitante au Sénégal. En Côte d'Ivoire, la mort d'Ahmed Bakayoko plonge le pays dans la stupeur. Et en toute fin d'émission, nous parlerons du Niger avec un prix que l'ancien président Mahamadou Issoufou a reçu. Dans notre dernière édition, nous parlions du Sénégal avec l'opposant Ousmane Sonko, qui était cité dans une histoire de viol et qui avait été convoqué devant le juge d'instruction et avait refusé de répondre tant que son immunité de député n'était pas levée. La levée de son immunité a été effective le vendredi 26 février et l'opposant est donc convoqué le mercredi 3 mars. Et après plusieurs médiations, notamment celle de l'Association des imams et Oulédia et de l'ONG musulmane Jamra et sur conseil de ses avocats, Ousmane Sonko accepte de répondre à la convocation. Le Sénégal s'est embrasé ce fameux mercredi avec une suite de violences jamais vues dans le pays depuis plus de 10 ans. Je vous propose de faire la chronologie des faits depuis ce mercredi. Le matin du 3 mars donc, Ousmane Sonko décide de répondre à la convocation. Son quartier est bouclé, ses sympathisants sortent nombreux pour l'accompagner et le soutenir. La gendarmerie balise une voie et veut l'obliger à la suivre. Une voie qui passe derrière l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où une masse d'étudiants attend son leader. Son convoi est donc stoppé et Ousmane Sonko insiste, en présence du préfet de Dakar, pour passer par l'université. Des heurts commencent entre les forces de l'ordre et les jeunes de son convoi. Ousmane Sonko est donc arrêté officiellement pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée, puis placé en garde à vue à la section de recherche. Ses avocats réfutent les accusations. 2 télévisions privées ont leur signal coupé pendant 3 jours par le CNRA, Conseil national des régulations de l'audiovisuel, qui les accuse de diffuser des programmes faisant notamment, explicitement ou implicitement, l'apologie de la violence. La télévision nationale ainsi que celle du ministre et star international Youssou N'Dour n'ont pas couvert les événements. En représailles, les manifestants ont attaqué les locaux abritant les bureaux de la télé de Youssou N'Dour. Et le jeudi 4 mars, les manifestants se ruent sur toute l'étendue du territoire sénégalais, sur les commerces à enseignes françaises comme Auchan et Total. Ils pillent et brûlent 19 enseignes Auchan et 50 stations Total. D'autres enseignes comme Shell, avec 12 stations, Ola Energy et Puma ne sont pas non plus épargnées, plongeant le pays dans une pénurie de carburant et de gaz. Sur le campus de l'université aussi, la guerre fait rage entre jets de pierre sur les forces de l'ordre qui ripostent avec des lacrymogènes. Dans le sud du pays, à Bignona, l'armée est mobilisée et les violences font un mort, un manifestant. Dans la nuit, le débit Internet est baissé dans le pays, mais rétabli très rapidement dès le lendemain. Vendredi 5 mars, des manifestations s'improvisent. Dakar vit des scènes de guérilla urbaine. Des images insoutenables circulent dans les réseaux sociaux. Bilan de la journée, 4 morts. L'arrestation d'Ousmane Sonko a libéré les frustrations politiques et économiques de la population qui réclame la démission du président Macky Sall. waaw sama gars yi kontaan nañ ci yéen xeex bi am na solo trop Macky nañu abal fii ak ñetti fan bëgg nañ mu toog dootul ñëw na Marième Faye dem ak xale yi nañu génn ñun ñëpp génn leen gars yi génn leen. L'état d'urgence imposé sur le pays depuis plus de 2 mois à cause de la crise sanitaire et qui fragilise l'économie, le taux de chômage qui grimpe ont favorisé ces violences. Le soir, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, prend la parole à la chaîne nationale, qualifie ces actes de terrorisme et dit que toutes les personnes auteurs d'actes criminels seront poursuivies. Il interdit aussi la circulation des motos et engins à 2 roues sur tout le territoire pendant 3 jours. Il convient de relever, de regretter et de condamner fermement les actes de nature terroriste, les voies de fait, les saccages, les pillages et dégradations de bâtiments publics et de biens privés, mais aussi des commerces appartenant à des personnes physiques et morales. Toutes les personnes auteurs d'actes criminels seront recherchées, arrêtées, poursuivies et traduites devant la justice. Le samedi 6 mars, un collégien est tué lors des manifestations à Diaoubé, dans le sud du pays. 6e victime. Les hashtags Free Sénégal et hashtag Ars Nos Démocratie sont cités plus de 10 000 fois sur Twitter.
L'opposition continue d'appeler à la manifestation. Le dimanche 7 mars, le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, réputé indépendant, presse le président Macky Sall de sortir de son mutisme pour parler au peuple et envoie un message vibrant aux jeunes de cesser les violences. Un communiqué du ministère de l'Éducation nationale indique la fermeture des écoles pour une semaine. Les partisans de Sonko appellent à 3 jours de désobéissance civile et à durcir le mouvement. Le lundi 8 mars, Ousmane Sonko est inculpé, puis placé sous contrôle judiciaire. Une foule en liesse l'accompagne à son domicile. Il s'exprime en fin d'après-midi et appelle au calme en donnant 9 instructions que ses partisans reprennent comme étant les 9 commandements d'Ousmane Sonko. La première chose qu'on doit lui imposer, c'est la réparation pour les familles des victimes. Nous exigeons l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités, identifier les auteurs et les traduire en justice. Nous devons également exiger la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques de Macky Sall. Nous exigeons que toutes les mesures soient prises pour arrêter à jamais la persécution et l'espionnage des opposants et des honnêtes citoyens. Nous exigeons que des mesures soient prises pour traquer, arrêter et livrer à la justice les milices de Macky Sall et leurs commanditaires. Nous exigeons qu'il soit créé les conditions de transparence, de sincérité et d'équité pour l'organisation d'élections. Nous exigeons également la restitution des droits civiques illégalement, inconstitutionnellement confisqués par Macky Sall. Nous lui exigeons à lui, Macky Sall, de déclarer publiquement et sans ambiguïté qu'en 2024, il fera ses bagages et il quittera. Nous demandons au peuple sénégalais et particulièrement à la jeunesse de ne pas baisser la mobilisation, de ne pas casser cette mobilisation exceptionnelle. Le président Macky Sall s'exprime enfin dans le journal du soir à la télévision nationale et demande aussi aux jeunes de calmer le jeu et leur fait comprendre qu'il a entendu leurs réclamations. Il promet de réaffecter un budget pour le recrutement des jeunes et leur formation. Il annonce aussi un assouplissement du couvre-feu qui passe de 21h, 5h du matin à minuit, 5h du matin. M'adressant à vous, les jeunes, je voudrais vous dire que je comprends vos inquiétudes et vos préoccupations. J'engagerai dans les meilleurs délais une réorientation des allocations budgétaires pour améliorer de façon substantielle et urgente les réponses aux besoins des jeunes en termes de formation, d'emploi, de financement de projets et de soutien à l'entrepreneuriat et au secteur informel. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Le calme est revenu dans le pays, les entreprises recommencent à fonctionner. 13 morts, 600 personnes blessées. Un massif don de sang organisé via les réseaux sociaux a eu lieu le mercredi 10 mars. Amnesty International demande aux blessés de se munir d'un certificat médical pour demander à l'État des compensations. Une journée de deuil national est décrétée le vendredi 12 mars sur les réseaux sociaux. Une marche aussi était programmée le samedi 13 mars. Finalement annulée, les chefs religieux sénégalais y ont joué un rôle et ont demandé la suspension de cette marche. Le calme est donc revenu au Sénégal. Nous croisons les doigts pour que ça continue. Parlons maintenant de la Côte d'Ivoire, où le Premier ministre est décédé le 10 mars en Allemagne, où il avait été transféré en urgence après avoir été hospitalisé depuis le début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris. Ahmed Bakayoko apparaissait comme l'un des principaux candidats à la succession d'Alassane Ouattara. C'est un pilier du régime d'Alassane Ouattara qui s'en est allé, foudroyé par un cancer fulgurant. Ahmed Bakayoko, qui a eu 56 ans le 8 mars dernier, avait été évacué le 18 février à l'hôpital américain de Neuilly avant d'être transféré en Allemagne, alors que son état de santé s'était détérioré. Son décès a été annoncé ce mercredi 10 mars par un communiqué lu à la télévision publique, la RTI. Autodidacte,
Surnommé le Golden Boy pour ses réussites en affaires, bon vivant, populaire auprès des Ivoiriens de tous bords, Ahmed Bakayoko n'avait pas, a priori, les atouts pour entrer dans le cercle le plus proche d'Alassane Ouattara. Et pourtant, 3 mois avant la présidentielle du mois d'octobre 2020, et après la mort, elle aussi, brusque de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly, dauphin désigné du chef de l'État, c'est à lui qu'avait été confiée la lourde tâche de reprendre le poste. Son nom avait même circulé comme présidentiable. Et pour cause, Ahmed Bakayoko, qu'on appelle affectueusement au pays Ambak, s'était au fil des années rendu indispensable au président Ouattara, qui en a fait tour à tour dès sa prise de pouvoir, son ministre de l'Intérieur en 2011, avant de le placer à la tête de la Défense en 2017. Quoi qu'il en soit dernièrement, ce n'est qu'après son séjour à Paris le 3 mars que le chef de l'État s'est résigné à nommer lundi 8 mars Patrick Hachi, secrétaire général de la présidence, à la primature, et Tene Birahima Ouattara, son frère cadet, responsable des affaires présidentielles à la Défense. Notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef de gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021 en Allemagne, des suites d'un cancer, a écrit sur son compte Twitter le président Ouattara avant de poursuivre par un hommage appuyé au Premier ministre Ahmed Bakayoko, son fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire, a poursuivi le chef de l'État. Ahmed Bakayoko est le deuxième Premier ministre à disparaître en moins d'1 an après Amadou Gon Coulibaly. Il a été enterré dans son fief à Korogo, dans le caveau familial, ce vendredi 12 mars. Et son intérimaire, Patrick Hachi, est soi-disant actuellement évacué à Paris et séjourne dans un hôpital après avoir fait un malaise. Ses proches démentent absolument cette information et lui-même a écrit un courrier diffusé dans les médias pour dire qu'il va très bien. Est-ce que cette information est vraie ou fausse? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a toujours pas fait d'apparition publique depuis qu'on a annoncé son malaise. À présent, parlons du Niger, avec l'ancien président Mahamadou Issoufou, qui vient de remporter le prix Mo Ibrahim 2020 pour le leadership africain, et le prix de 5 millions de dollars qui y est associé. Sa décision de se retirer après 2 mandats a permis au Niger de connaître la première transition démocratique entre 2 dirigeants élus depuis qu'il est devenu indépendant de la France il y a plus de 60 ans. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il a été récompensé. Le comité du prix a fait l'éloge de son leadership après avoir hérité de l'une des économies les plus pauvres du monde. Il a déclaré qu'il avait favorisé la croissance économique et fait preuve d'un engagement inébranlable en faveur de la stabilité régionale et de la Constitution, et défendu la démocratie africaine. À 68 ans, l'ex-président du Niger aurait pu tenter de rester au pouvoir et imiter ainsi d'autres présidents d'Afrique de l'Ouest qui ont réussi à faire modifier la Constitution pour pouvoir prolonger leur mandat. Mais ses convictions ne l'ont pas laissé faire, a-t-il déclaré à la BBC avant les élections du mois dernier. Je respecte la Constitution, je respecte la promesse que j'ai faite au peuple nigérien qui m'a fait l'honneur de le diriger pendant 2 mandats. Cette décision est en accord avec mes convictions et ma vision de ce que devrait être l'avenir démocratique du Niger, a-t-il déclaré. Félicitations, Président. Puissiez-vous inspirer vos autres pairs africains. Voilà les 3 sujets que mon équipe et moi avons choisi d'aborder dans cette édition de SoFact. Si vous avez des questions sur ces sujets, mettez-les en commentaire. Ou si vous voulez que nous parlions d'un sujet en particulier, mettez-les toujours en commentaire aussi ou envoyez-nous des messages privés sur Facebook ou sur WhatsApp. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous ou suivez notre chaîne pour plus d'informations sur l'Afrique. Merci et à très vite pour une nouvelle édition de SoFact.